C'est vrai, c'est bon, vous aussi vous pouvez sortir de votre placard. Votre émission est prête. On débute avec Le Prisonnier d'Alcatraz et un Burt Lancaster au mieux de sa forme dans l'un des plus beaux films de prison, signé John Frankenheimer. Even a convict's got a right to breathe. Right? I don't think you know the meaning of the word. Et vous avez le droit de rester avec nous pour un film avec l'inoxydable Johnny Hallyday. Et surtout l'envoûtante Françoise Fabian dans Le Spécialiste, un western kitsch qui marche sur les pas de Sergio Leone. C'était extraordinaire, Corbucci, parce qu'on ne regardait jamais les roches. Mais lui-même ne regardait pas les roches. Je lui dis, mais tu ne vas pas au studio regarder les roches le soir? Il fait, non, parce que je ne recommencerai jamais rien. En 1960, Burt Lancaster est un acteur accompli, qui a déjà derrière lui une carrière dans le film noir et dans le western. Il vient de remporter un Oscar pour sa prestation dans le film de Richard Brooks, Elmer Gantry. Il entame à cette époque Le Prisonnier d'Alcatraz, un rôle important dans sa carrière. Nous avons demandé au scénariste et ancien journaliste Doug Hedline de nous lever le voile sur ce film dans l'univers carcéral américain. Breaking that train window was a serious offense. It was hot. I was thinking of my lungs. Did you think about the possible consequences? You might have started a riot. Even a convict's got a right to breathe. Right? I don't think you know the meaning of the word. Ce film, c'est l'ultime film de la Norma Production et c'est une société de production créée par Burt Lancaster en 1948. Il est l'un des rares acteurs à être producteur à cette époque-là. En effet, le premier qui s'est impliqué directement dans, disons, l'économie des films auxquels il participait, c'était James Stewart, qui à partir de 1946 a commencé dans ses travaux avec Capra puis Anthony Mann à devenir lui-même partie prenante en mettant son salaire en participation, en prenant des points sur les résultats du film au box-office, qui était un truc qui ne se faisait pas du tout dans le système classique des studios où il y avait toujours le contrat qui était tant par film et tout, bon, et pas de participation. Là, Lancaster, il va un peu plus loin, il devient un acteur-producteur, c'est-à-dire qu'il monte lui-même sa société, qui devient une espèce de mini-major. Mais sa volonté, en tous les cas, c'est de représenter des sujets qu'on ne voit pas dans le cinéma hollywoodien. Et là, c'est tiré d'un personnage réel, Robert Stroud, qui a été le plus vieux prisonnier du système carcéral américain. Donc un personnage réel. C'est ça. Alors en fait, Lancaster s'est toujours intéressé, c'est un acteur assez engagé, assez gauchiste à l'américaine, et donc il a toujours eu à cœur de défendre des causes, par exemple dans Ce prisonnier d'Alcatraz, qui est compliqué à jouer, parce que ce prisonnier, Robert Stroud, est un homme, comme vous l'avez dit, un personnage authentique, mais ambigu. Hey, what kind of nut are you anyway, friend? Just because you picked up a picture of Mama? Alors l'ambiguïté de Stroud, c'est qu'il est à la fois un meurtrier, un prisonnier condamné pour des bonnes raisons, mais qu'en même temps, il fait un truc extraordinaire, c'est-à-dire que dans sa cellule, il commence à connaître une rédemption grâce au fait qu'il recueille un petit oiseau blessé, et puis le petit oiseau va devenir 2, 3, 4 qu'il va recueillir au fur et à mesure, les autres détenus vont lui en confier, et il va se retrouver à devenir un expert. C'est une histoire vraiment extraordinaire et authentique, un expert en matière de sciences aviaires, et donc c'est un expert des oiseaux. Warden, can I have a minute of your time? I mean you, Warden Younger. I'd like you to watch something. Come on. Open it. Open it. Open up. Go ahead. Open it. Go ahead. That's it. That's it. I've never seen anything like that in my life.
Ça n'est pas un film hollywoodien au pur sens du terme. Il n'y a pas de happy end, il n'y a pas de facilité. Pour moi, c'est un film politique. Parce que c'est un réquisitoire contre le système carcéral et pénitentiaire américain. On va enfin voir ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Oui, on peut dire que Le prisonnier d'Alcatraz, c'est peut-être le meilleur film de prison de l'histoire du cinéma, parce qu'il y en a d'autres qui sont bons, mais celui-là est tellement investi, tellement engagé. Donc c'est vrai que c'est un film politique, vous avez raison, c'est un film qui correspond aussi à un tournant d'époque, le début des années 60, où le cinéma américain va devenir plus sérieux, plus intellectuel, sans être théâtral, c'est-à-dire qu'on passe de Tennessee Williams à des vrais sujets de société plus compliqués, plus difficiles, et on arrive dans un cycle d'histoire du cinéma américain qui va aller jusqu'aux années 70. Oui, parce que si ce film existe, il va donner naissance à plein d'autres films de prison. Ça va devenir un genre. On pense à Luc la main froide. S'il n'y avait pas eu le prisonnier d'Alcatraz, ce film avec Paul Newman n'aurait pas existé. On peut se le dire. Même jusqu'à Un prophète de Jacques Audiard. Disons que ça a relancé le genre du film de prison, qui était finalement jusque-là perçu comme quelque chose qui était un peu circonscrit aux années 40, 30, 40, 50. Bon, on avait un peu l'impression qu'on ne pouvait pas aller ailleurs. Là, finalement, en faisant juste un portrait de personnage, d'un seul homme, pris dans cette énorme machine carcérale, on a un point de vue qui est tout différent, et ça devient très passionnant. Le film est signé John Frankenheimer, et bizarrement, c'est pas lui qui débute le film. En effet, pour une raison que moi-même j'ai pas réussi à élucider, j'avoue ma faiblesse sur ce point. Donc le film est commencé par Charles Crichton, qui n'est pas du tout un cinéaste de film noir ni de films politiques ou engagés. Voilà, enfin il n'est pas dans son univers. Et ça se passe mal. Lancaster le vire. À ce moment-là, il y a une panne. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le jeune réalisateur de télévision à la base, qui a fait le film précédent de Lancaster, Le Temps du châtiment. Frankenheimer est un extraordinaire professionnel de la télévision, c'est un homme jeune. Il a été l'assistant de Sidney Lumet, tout ce vivier de gens qui viennent de la télévision américaine et qui ont après inondé le cinéma américain des années 70. You don't want to be a jailbird all your life, do you? You're a high-balling sparrow. So you fly high, old cock. Go out there and bite the stars, for me. Find yourself a fat mama and make a family. You hear? C'est donc un film qu'il faut voir d'abord parce qu'il nous offre un autre visage de Burt Lancaster, plus secret, plus composé, et puis ce qui lui valu un prix au Festival de Venise. Oui, tout à fait. C'est une composition très difficile parce qu'il joue le personnage tout au long de sa vie, presque un jeune homme au début et puis un homme très âgé à la fin. Donc voilà, il y a une transformation physique et dans la gestuelle qui est très fine et bien exécutée. Et puis, ce qui fait aussi le côté enthousiasmant et fort du film, c'est la complicité entre ces deux immenses professionnels que sont Lancaster et Frankenheimer. C'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre là entre les deux hommes qui donne des films incroyables, quoi. On voit celui qu'ils font ensuite, 7 jours en mai, c'est un chef-d'œuvre aussi, c'est un film extraordinaire. Le Train est un film extraordinaire. Voilà, ce sont des films qu'il faut revoir maintenant parce que c'était une collaboration, un duo crucial, quoi. Voilà. Merci Doug de nous avoir donné envie de voir et de revoir ce prisonnier d'Alcatraz. Merci à vous. Bonjour Françoise Fabian. Bonjour. Mais quel bonheur. Et quand je vois vos yeux, je vais essayer de baisser le regard parce que sinon je tombe amoureux en 2 secondes. Ah mais en plus elle en joue, c'est terrible. Riche d'une carrière de plus de 90 films, avec des metteurs en scène aussi illustres que Michel Deville, Claude Lelouch et Jacques Demy, l'œil turquoise et malin de Françoise Fabian s'est d'abord allumé à Alger. Elle y suit une formation musicale avant de s'inscrire au Conservatoire d'art dramatique de Paris, pour y croiser entre autres Jean-Pierre Mariel et Jean-Paul Belmondo. Aujourd'hui, la Cinémathèque lui ouvre ses portes pour un hommage mérité à celle qui aura su rester une indomptée avec une parole aussi libre qu'espiègle. Qu'est-ce que vous avez appris de ces années de formation au Conservatoire d'art dramatique qui vous a accompagné tout au long de votre vie ? Une phrase, une mimique, un petit élément que vous avez gardé précieusement en disant « faut jamais que j'oublie ça pour faire mon métier ». Il y en a pas mal quand même. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui. Il y en a que je ne peux pas répéter. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assez coquins, hein, Oui. nos professeurs du conservatoire. Moi, je suis rentrée chez René Simon. Et alors, Simon, moi, j'étais vierge. J'étais très jeune, j'avais 18 ans et demi.
Et il aimait bien me faire rougir. Et quand j'arrivais, il disait... Je peux le répéter? Oui. Il faisait « Viens, arrive-toi. Viens que je te prenne tout habillé sur la table avant que maman arrive. » Évidemment, je devenais violette. Devant tous vos camarades? Tout le monde, j'arrivais, il me disait ça. Puis alors, il y avait aussi Henri Roland, très, très, très grand acteur du français, qui avait toujours ses cigarettes, avec la cigarette, il fumait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aimant beaucoup les filles. Et alors, je jouais Marie Stuart de Morette pour un examen. Et il y avait un comédien qui est derrière moi. Et alors, il prenait comme ça, puis alors l'autre qui disait « Mais bande, mon vieux, bande. Et toi, il faut que tu aies le clitoris mouillé. » On était, mais on était violés de confusion parce que j'étais vierge et on me parlait comme ça, vous imaginez? Mais je comprends mieux pourquoi on dit que le métier de comédien, c'est d'abord une expression du corps. Mais absolument. Là, on y est. Hein. En plein. C'était pas le côté non. Non. Il fallait que ça soit charnel. Ouais, charnel, sexuel. C'est bien. Très tôt, dès que vous êtes sorti du conservatoire, vous avez été sur les plateaux de cinéma. Et l'un de vos premiers films, c'est avec Gilles Grangier, Maigret voix rouge, avec Jean Gabin. Gabin m'a tout de suite mis à l'aise. Je ne sais pas pourquoi je lui ai donné confiance, parce que quand il n'aimait pas les gens, il le faisait sentir, Gabin. Quelqu'un qui n'aimait pas, c'était le côté, qu'est-ce qu'il fait là, lui, on le vire. Et moi, il m'appelait la môme, alors la môme, et il était adorable avec moi, vraiment. Mais on s'est bien amusé, on rigolait, on allait bouffer ensemble. Ouais. Ouais. Et vous le regardiez travailler toujours. Quand vous n'étiez pas de la prise? C'est toujours. Ah ben je ne sais pas. Toujours. Il faisait des choses extraordinaires, Gabin. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il avait fini son truc et il partait du studio pour aller dans sa loge. Et puis, c'est Grangier qui donnait la réplique au comédien qui restait après une scène entre le Gabin et le comédien en question. Et puis alors, ils étaient en train de faire la scène et tout d'un coup, on n'entendait pas « bang, bang, bang ». Mais qui est l'imbécile qui fait ce bruit? On voit la porte du studio qui sort. Et bon, alors il dit « Ah bon, c'est toi, Jean, mais qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Mais qui est-ce qui lui donne la réplique au môme, là ?» Il fait « C'est moi. »« Ah, parce que toi et moi, c'est pareil. » Il était revenu pour donner la réplique au môme. C'est quand même pas mal, hein? C'est bien. Ah, c'était Gabin, ça. Ah, ça, c'est beau. Ah, ouais. Parmi les films qui comptent pour moi à l'époque, vous faites Le voleur d'un grand metteur en scène, Louis Malle, et vous retrouvez votre complice de l'art dramatique, Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Paul, il est extraordinaire parce que il sait son texte par cœur, il sait exactement ce qu'il va faire, il sait exactement où il va aller, hein. Et puis il déconne. Alors il est en studio, là, ah oui, la boxe, alors je suis allée au match de boxe, c'était formidable, j'ai vu Frazier, blablabla. Moteur. Il est tout de suite dans la prise. Tout de suite. Et Depardieu est pareil. Pareil que Jean-Paul. Moi, j'ai fait ce film avec Depardieu, là, de Bruno Chiche, qui s'appelle bêtement Je n'ai rien oublié. Et Depardieu, alors, il est là, il discute avec les unes, avec les autres, etc. Puis, alors, on dit moteur, bon, le film. Et puis, il continue à discuter. Alors, j'ai dit, écoute, c'est un amour, hein, un amour. J'ai dit, écoute, moi, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. J'ai besoin d'un tout petit peu de silence pour faire ce que je dois faire. Mais ma chérie, il fallait me le dire avant. Il me dit, mais écoute, mais bien sûr, tu le fais. Moi, j'étais en confiance, donc j'ai fait cette scène. C'était très beau, une belle scène où je lui faisais une piqûre mortelle. En 1969, le film qui reste présent dans les consciences, c'est Ma nuit chez Maud, un film sur le déshabillage, du désir. C'est aussi... Ma nuit chez Maud, alors c'est vraiment de Ma nuit chez Maud. Dans le monde entier, on me parle de Ma nuit chez Maud. Mais c'est un film fou, hein. C'est un film aussi érotique qu'il est chaste. Oui, hein? Tout à fait. C'est ça qui est aussi très important. Ah oui, tout à fait. Et puis, derrière ce film, vous vous lancez dans le film de Sergio Corbucci, Le spécialiste. Oui, et alors? Et alors, je me suis demandé comment vous quittez un univers qui est celui d'un auteur à celui de Sergio Corbucci. Tu es toujours mon ami? Je n'ai pas d'amis. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même.
Comme lorsque nous étions enfants. Tu te souviens? Tu es le seul à ne m'avoir jamais fait la cour. Il est tout à fait normal que je puisse faire le film de Corbucci, parce que j'ai fait Manu chez Maud pratiquement pour rien. D'accord. Tandis que Corbucci me payait très bien. Ah ah. Et puis, c'était avec Johnny Hallyday, c'est le premier film de Johnny Hallyday, charmant. Et c'est évident qu'il y a des journalistes français qui sont venus en me disant « Comment vous avez pu faire Manu chez Maud et vous tourner à Western Spaghetti ?» Je dis « Vous me faites vivre, vous? Est-ce que vous m'entretenez? J'ai un enfant à élever, j'ai un métier à faire, et je fais mon métier. Que ce soit n'importe quoi, on apprend toujours. Il y a toujours quelque chose à apprendre. » Vous quittez Romer pour Corbucci. Pour vous, il y a toujours un auteur derrière un film, même si c'est un nanar, il y a toujours une intention, en tous les cas, de raconter une histoire la plus honnêtement possible? Ça, c'est une question vraiment difficile. Parce que justement, avec Corbucci, à un moment donné, je suis arrivée après le déjeuner, et puis j'ai vu qu'il avait mis en scène quelque chose qui n'était pas du tout dans le scénario. Une scène vraiment monstrueuse. Qui était une scène de viol, on peut le dire? Mais c'est une scène de viol, oui. Une scène de sodomie. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il me fait, bah oui, on te prépare une scène. Ah, j'ai dit, ah non, je fais pas ça. C'est pas marqué dans le scénario. Si ça avait été marqué dans le scénario, je le fais pas. Et là, j'étais vraiment très mauvaise. Je dis, cette scène-là, avec Ingmar Bergman, je l'aurais tournée, pas avec toi. Ne vous arrêtez pas, savonnez-moi. Vous avez entendu? Il se passe quelque chose au salon. Il vaut mieux que j'y aille. Ça n'a pas d'importance, c'est les bagarres habituelles. Oh. Cherchez le savon maintenant. Oui. Shérif, mais qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, je croyais avoir pris la savonnette. Il paraît que le réalisateur américain Sidney Pollack, à chaque fois qu'il vous voyait, vous disait « Je t'ai vu dans Manu chez Maud, mais je te préfère dans La Bonne Année de Claude Lelouch. » Oui, je suis tombée amoureux de toi dans La Bonne Année. D'ailleurs, il m'a proposé un film qui a été fait avec Al Pacino. Et puis, je ne parle pas suffisamment l'anglais. C'était juste pour ça que vous ne l'avez pas fait? Je ne l'ai pas fait pour ça. Parce qu'il m'a dit, si tu ne parles pas complètement l'anglais, si tu n'es pas complètement bilingue, c'est pas possible parce que Al Pacino, il improvise beaucoup. Donc il faut avoir une maîtrise de l'anglais que je n'ai pas. Vous en êtes voulu de ne pas le faire? Ah oui. Ça c'est un regret, vraiment. Du 2 au 9 juillet prochain, la Cinémathèque vous ouvre ses portes et vous consacre un portrait en 20 films. La Cinémathèque, c'est le lieu de la cinéphilie. C'est quoi pour vous la cinéphilie, Françoise Fabian? C'est un passeport pour la découverte. C'est aussi un passeport pour la découverte de soi-même. C'est le rêve, la cinéphilie. Hein. Merci beaucoup pour ce temps, Françoise Fabian. C'était un vrai bonheur. On aurait passé l'après-midi avec vous. Oui, c'était bien. Hein. Mais vous avez été parfaite. Where are you going? I haven't made up my mind. Eh bien, si vous ne savez pas où aller la semaine prochaine, Story Classique reste ouverte pour son dernier numéro avec Jack Nicholson dans un film d'Antonioni, profession reporter. Et puisque ça plane pour Jack, on s'évadera à Quiberon avec le fantôme ressuscité d'une Romy Schneider, plus vrai que nature. Das kann ich nicht ändern. Schauen Sie, ich bin Schauspielerin. Ich habe nichts anderes gelernt.